Je m'appelle Clara Dubois. Le jardin de Lyon bourdonnait de musique d'anniversaire, de guirlandes lumineuses accrochées à la clôture et de l'odeur de burgers grillés flottant partout. Maman, Martine, se tenait sur les marches du patio, vers levé, la voix coupant les bavardages comme si la nuit lui appartenait. Certains enfants vous rendent fiers chaque jour, dit-elle, les yeux fixés sur mon frère, Lucas. Les autres, vous souhaiteriez juste ne pas avoir à les voir du tout. Le rire se propagea en vagues. Lucas sourit. Papa resta silencieux, comme toujours. Je levai mon propre verre, lui rendis son sourire. Bonne nouvelle, maman. Ton souhait vient de se réaliser. Je suis déjà parti où je vis à Toulouse maintenant. La musique continua, mais l'atmosphère changea. Le sourire de maman se figea. Lucas toussa dans sa bière. Je posai mon verre, rentrai, et ne regardai pas en arrière. C'était la dernière fête de famille à laquelle j'assistais. Si jamais votre parent a dit quelque chose qui vous a blessé plus profondément qu'il ne le voulait, ou peut-être exactement comme il le voulait, laissez un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. J'ai grandi dans une maison en briques rouges à la périphérie de Lyon, du genre avec une allée fissurée par trop d'hivers du centre de la France et un garage qui sentait l'huile et les vieux gants de baseball. Maman dirigeait l'endroit comme un tableau de bord, chaque point allait à Lucas. Il était le lanceur de l'équipe du lycée, celui qui recevait les nouveaux crampons avant même que la saison ne commence, celui dont les matchs remplissaient le calendrier sur le réfrigérateur. Mon 8e anniversaire tombait un mardi. Je suis rentré de l'école m'attendant à quelque chose, peut-être un gâteau du supermarché, le genre bon marché avec des ballons en plastique dessus. Le comptoir de la cuisine était vide, à l'exception d'un mot, Lucas à entraînement. Commande une pizza si tu as faim. J'ai mangé des céréales debout, le lait dégoulinant sur le linoléum. Papa est rentré plus tard. Il a desserré sa cravate et m'a ébouriffé les cheveux sans un mot. C'était sa version des excuses. Les anniversaires de Lucas étaient différents. Tout le quartier se présentait. Maman a loué un château gonflable une année, engagé un gars pour faire griller des côtes l'année suivante. Elle se tenait au portail dans sa robe d'été, faisant signe aux gens d'entrer, racontant à tout le monde comment Lucas avait mis fin à la Manche en 7e. Je restais assise sur les marches du porche à compter les voitures, me demandant si quelqu'un remarquait ma présence. Maman ne le cachait jamais. Lucas ira loin, disait-elle, en pliant ses uniformes, le tissu doux à force d'être lavé. Tu dois le soutenir. Soutenir signifiait renoncer à mes samedis matins pour m'asseoir dans les gradins et donner mon argent de poche lorsque sa boîte de collecte de fonds ne contenait pas assez. Je le faisais sans me plaindre. Se plaindre ne menait nulle part dans cette maison. Papa, Gérard, travaillait en centre-ville, s'occupant de chiffres et de feuilles de calcul toute la journée. Il rentrait fatigué, enlevait ses chaussures près de la porte et disparaissait dans le salon avec la télévision. Si maman élevait la voix à propos du nouvel équipement dont Lucas avait besoin, il hochait la tête et signait le chèque. Si je demandais 20 € pour un voyage scolaire, il levait les yeux juste assez longtemps pour dire « demande à ta mère ». C'en était fini. La seule personne qui me voyait était tante Sylvie, la sœur cadette de papa. Elle vivait de l'autre côté de la ville dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie, du genre où l'odeur des roulés à la cannelle filtrait par le plancher. Elle commençait à se présenter des dimanches au hasard, se garant dans l'allée avec sa Honda délabrée, le coffre plein d'épiceries qu'elle n'avait pas besoin d'acheter. Maman fronçait les sourcils mais la laissait entrer. Sylvie attendait que maman soit sous la douche ou partie faire des courses. Ensuite, elle glissait une enveloppe dans mon sac à dos, 50 €, parfois 100, pliée serrée avec un élastique. Pour des livres, chuchotait-elle, tapotant le côté de son nez comme si c'était notre code secret, ou tout ce dont tu as besoin. J'ai utilisé le premier pour acheter une carte de bibliothèque au centre communautaire, du genre qui me permettait d'emprunter des livres de programmation sans frais de retard. Un après-midi, Lucas avait un tournoi à Marseille. La maison se vida, maman emballant des glacières, papa chargeant des battes dans le coffre. Je suis resté, prétextant un mal de ventre. Dès que la mini-fourgonnette s'éloigna, Sylvie frappa à la porte arrière. Elle ne posa pas de questions. Elle me tendit juste un laissez-passer de bus et dit, il y a un club de codage au centre technologique du centre-ville. Il se réunit les jeudis. Tu devrais y aller. J'y suis allé. La pièce sentait le café brûlé et les marqueurs effaçables à sec. Des enfants de mon âge étaient penchés sur des ordinateurs portables,
les doigts volant au-dessus des touches. L'instructeur, un homme avec une queue de cheval et un t-shirt de la NASA délavé, m'a montré comment écrire ma première ligne de code. Elle afficha « Bonjour, Clara » sur l'écran, et quelque chose s'est produit comme une porte que je ne savais pas verrouiller, qui s'ouvrait enfin. Maman l'a découvert des mois plus tard. J'avais laissé une impression sur la table de la cuisine, un stupide devoir sur les boucles et les variables. Elle la tint entre deux doigts comme si elle pouvait la mordre. « C'est à ça que tu perds ton temps ?» demanda-t-elle. Lucas avait besoin d'un nouvel équipement de receveur, l'ancien était fissuré. Elle froissa le papier et le jeta à la poubelle. Je le repêchai après qu'elle fût allée se coucher, lisser les plis et le scotcher à l'intérieur de mon cahier de mathématiques. Papa a tout vu. Il versait du café, de la vapeur s'élevant entre nous. Nos yeux se croisèrent pendant une demi-seconde. Il a détourné le regard le premier, a pris sa tasse et a fermé la porte du salon. C'était Gérard, choisissant toujours le chemin avec le moins de bruit. Tante Sylvie continua d'envoyer les enveloppes. Elle ne demandait jamais de remerciements. Une fois, elle m'a conduite au magasin de surplus électronique à la périphérie de la ville, celui avec des bacs de cartes de circuits imprimées poussiéreuses et de fils emmêlés. J'ai dépensé 40 € pour un ordinateur portable cassé que quelqu'un avait jeté. Elle attendait dans la voiture, le moteur tournant doucement. Quand je suis sorti, serrant l'objet comme un trésor, elle a juste souri et dit « Construis quelque chose ». Je l'ai fait. Dans la réserve du sous-sol, en réalité juste un placard avec une ampoule nue et une table pliante. Je l'ai démonté, vis par vis. L'écran était fissuré, la batterie morte, mais la carte mère s'est allumée lorsque je l'ai connectée à une ancienne alimentation électrique. Ce fut la première machine que j'ai réparée. Je l'ai nommée « Rien ». Les noms ressemblaient à des promesses que je ne pouvais pas tenir. Lucas a intégré l'équipe universitaire en première année. Le journal local a publié une photo de lui sur le monticule, gants levés, maman rayonnante en arrière-plan. Ils l'ont encadré et accroché dans le couloir juste au-dessus de l'endroit où se trouvait mon projet artistique de maternelle. Je passais devant tous les jours en allant à l'arrêt de bus, sac à dos lourd de livres de bibliothèque et de la dernière enveloppe de Sylvie. Maman a organisé une fête lorsque Lucas a signé avec un recruteur. Des serpentins, des ballons, un gâteau rectangulaire qui disait « Futur Pro » en glaçage bleu. J'ai mangé une part du coin dans la cuisine seule pendant que le salon rugissait de rire. Tante Sylvie m'a trouvé là, appuyé contre le comptoir, et a glissé une autre enveloppe dans ma poche. « Continue » dit-elle. Sa voix était assurée, comme si elle connaissait déjà la fin. La réserve sous l'escalier du sous-sol est devenue ma cachette, un espace étroit empilé de boîtes de fête et des vieux clubs de golf de papa. J'ai traîné une table de jeu depuis le garage, installé une lampe à colle de cygne que j'avais trouvée à une vente de garage pour 2 €, et revendiqué le coin comme mien. L'ampoule bourdonnait faiblement, projetant de longues ombres sur des murs de béton qui sentaient le carton humide et les étés oubliés. J'ai commencé avec des livres de bibliothèque, des ouvrages épais sur le C++ et Python, des pages cornées par trop de mains. La succursale du centre-ville avait une section à l'arrière où l'air conditionné bourdonnait assez fort pour étouffer le monde. J'en empruntais 3 à la fois, les fourrais dans mon sac à dos et rentrais à vélo avant que maman ne remarque mon absence. Lire du code était comme décoder un langage secret, chaque ligne un puzzle qui n'avait de sens que si on le fixait assez longtemps. Le premier ordinateur portable est venu de l'argent de l'enveloppe de tante Sylvie. Je l'ai acheté à un gars sur le Bon Coin qui m'a rencontré sur un parking derrière une station-service. L'écran vacillait. Le clavier manquait la lettre J, mais il démarrait sur une invite de commande. Je l'ai descendu à l'étage comme de la contrebande, l'ai posé sur la table et ai passé des nuits à ouvrir le boîtier avec un couteau à beurre. La poussière recouvrait mes doigts pendant que je nettoyais le ventilateur, remplaçais une batterie gonflée par une récupérée d'une télécommande morte. Quand il s'est finalement mis à vrombir sans planter, je me suis assise et j'ai fixé le curseur lumineux, mon cœur battant plus fort qu'à n'importe quel match de baseball à l'étage. Maman a découvert l'installation un samedi matin. Elle était descendue chercher des décorations de Noël, avait allumé la lumière et s'était figée dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar » lança-t-elle, donnant un coup de pied dans un câble d'alimentation lâche sur le sol. Des rallonges serpentaient partout, connectées à un parasurtenseur que j'avais branché dans la prise de la sécheuse. Elle a ramassé une carte de circuit que j'avais récupérée d'une vieille imprimante. Je n'ai pas discuté. J'ai tout débranché,
enroulé les câbles et attendu qu'elle remonte à l'étage en tapant des pieds. Puis j'ai déplacé la table plus loin dans le coin derrière une pile de pots de peinture où la lumière atteignait à peine. Le lendemain, j'ai couru au magasin de quincaillerie pendant la pause déjeuner, utilisé mon argent de cafétéria et acheté un câble Ethernet plus long. J'ai percé un petit trou à travers la solive de plancher et j'ai fait passer le câble jusqu'au routeur du salon quand il n'y avait personne à la maison. L'accès par ligne commutée était mort. C'était ma bouée de sauvetage. Les ordinateurs de l'école étaient verrouillés, mais la bibliothèque avait des terminaux publics avec Internet. Je me connectais après les heures de cours, téléchargeais des tutoriels sur la configuration de serveurs et les gravais sur des disques compacts à l'aide du vieux graveur du laboratoire. De retour dans la réserve, j'ai installé Linux sur l'ordinateur portable Ubuntu, car le forum disait qu'il était gratuit et indulgent. Des erreurs clignotaient en rouge, mais j'ai appris à les lire comme des étiquettes d'avertissement. Redémarrer, ajuster, répéter. Pendant une semaine de vacances d'hiver, Lucas était absent pour un camp de baseball en Floride. La maison est restée silencieuse pendant une semaine. J'ai profité du temps pour récupérer plus de pièces. Un voisin a jeté une vieille tour d'ordinateur de bureau lors de la collecte des encombrants. Je l'ai traîné à la maison à la faveur de l'obscurité, les roues grinçant sur le trottoir. À l'intérieur se trouvaient 2 disques durs, une carte mère poussiéreuse et une alimentation électrique qui produisait des étincelles lorsque je les testais. J'ai récupéré ce qui fonctionnait, soudé des cavaliers avec un fer emprunté au cours de technologie, et construit une deuxième machine. Elle chauffait, les ventilateurs gémissant comme des cigales, mais elle restait en ligne. J'ai connecté les 2 ordinateurs avec un câble croisé et configuré un réseau local. Les livres de la bibliothèque appelaient cela un « cluster ». Rien de fantaisiste, juste assez pour exécuter des simulations que j'avais codées pour le plaisir. Un programme prédisait les chances de pluie basées sur les données barométriques que je tirais d'un capteur bon marché accroché à la fenêtre. Un autre triait les statistiques de frappeurs de Lucas à partir de coupures de journaux que je scannais au café. Inutile pour quiconque d'autre, mais cela prouvait que l'installation fonctionnait. Maman m'a rattrapé à nouveau pendant le nettoyage de printemps. Elle a ouvert la porte d'un coup sec, les bras pleins de sacs poubelles. « Tu transformes ma maison en décharge », dit-elle, regardant les ventilateurs de tour et les fils emmêlés. Elle a attrapé une boîte de disquettes et l'a secouée. « C'est pour ça que tu ne feras jamais rien de bon. Lucas s'entraîne avec des pros, et toi tu joues avec des ordures. » J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai tout reconstruit exactement comme c'était. Le mot « racroi » résonnait, mais je l'ai refoulé. Cette nuit-là, j'ai commandé un 3e disque dur en ligne, utilisé la dernière enveloppe de Sylvie et configuré l'agrégation redondante de disques indépendants pour la redondance. Les machines se parlaient, partageant désormais la charge, sauvegardant les données. J'ai nommé le réseau « Rien ». Les étiquettes invitaient aux questions. Dès la 2e année, la réserve avait une routine. Je descendais furtivement après le dîner, casque sur les oreilles pour bloquer la télévision à l'étage, et codais jusqu'à ce que l'ampoule s'éteigne. Les forums sont devenus mes camarades de classe des utilisateurs avec des pseudonymes comme « Colonel Panique » et « Bitem », qui répondaient aux questions à 2 heures du matin. J'ai contribué à des correctifs, gagné des points de réputation et appris à déboguer les pannes qui figeaient tout le système. Le premier véritable serveur a pris forme à partir de 4 tours jetées. Je les ai alignés sur une étagère métallique que j'avais boulonnée au mur, connectée avec des commutateurs achetés à un marché aux puces. Le refroidissement provenait de ventilateurs de boîte attachés avec des attaches de câbles au cadre. Ils vrombissaient constamment, un grondement sourd qui vibrait à travers le sol. J'ai hébergé un site web simple, rien de public, juste une page qui affichait des statistiques de temps de fonctionnement. Voir 99,9% après un mois était plus gratifiant que n'importe quel bulletin scolaire. Maman n'est plus jamais descendue. Elle marmonnait à propos de la facture d'électricité, mais papa la payait sans commentaire. Les machines continuaient de grandir, une récupération à la fois, jusqu'à ce que le coin ressemble à un mini-centre de données. Je connaissais chaque courbe de ventilateur, chaque vis desserrée. Ce n'était pas joli, mais c'était à moi. Une enveloppe de l'université de Toulouse est arrivée un après-midi d'automne, papier crème épais avec le sceau de l'université embossé en or. Je l'ai trouvé sur le comptoir de la cuisine, à moitié enfoui sous les lettres de recrutement de Lucas et les circulaires de coupons de maman. Mon nom était tapé en gras sur le devant. J'ai glissé un couteau à beurre sous le rabat,
le cœur battant la chamade en sortant le dossier d'acceptation, une bourse complète couvrant les frais de scolarité, le logement et la nourriture, même une allocation pour les livres, pour leur programme d'informatique classé parmi les meilleurs. J'ai attendu le dîner pour en parler. La table était mise avec du pain de viande et de la purée de pommes de terre instantanée, de la vapeur embuant les fenêtres. Papa a coupé sa portion méthodiquement. Lucas faisait défiler son téléphone, les pouces volants. Maman a passé la saucière. Je me suis éclairci la gorge. Je suis accepté à l'université de Toulouse. Bourse complète. Le silence est tombé comme un rideau. Lucas a levé les yeux le premier, les sourcils levés. Papa a continué à mâcher. Maman a posé la saucière assez fort pour éclabousser de la sauce sur la nappe. Toulouse, répéta-t-elle, la voix vive. C'est à travers tout le pays. Non. J'ai poussé la lettre sur la table. C'est 1500 kilomètres, maman, pas la lune. Le programme commence en janvier. Elle n'a pas touché le papier. Tu n'y vas pas. Lucas a des événements de démonstration à venir. Des entraîneurs universitaires arrivent en avion. Il a besoin de toi ici pour faire des courses. Gardez le planning à jour. Elle se tourna vers papa. Gérard, dis-lui. Papa s'est essuyé la bouche avec une serviette. C'est loin, dit-il, les yeux fixés sur son assiette. C'était tout. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. C'est mon avenir, pas son personnel de soutien. Maman se pencha en avant. Ton avenir est d'aider la famille. Lucas est sélectionné. Nous en bénéficions tous. Tu restes, tu suis des cours au collège communautaire si tu es si intelligente. Fin de la discussion. Je me suis levé, la chaise grinçant fort contre le carrelage. Ce n'est pas ta décision. J'ai saisi la lettre et me suis dirigé vers les escaliers. Maman m'a crié après à propos d'ingratitude, mais je n'ai pas ralenti. Dans ma chambre, j'ai étalé les documents sur le lit. Date d'orientation, formulaire de logement, une carte du campus avec le bâtiment d'ingénierie encerclé en rouge. J'ai tout rempli en ligne cette nuit-là en utilisant l'ordinateur de bureau familial pendant que Lucas prenait sa douche. Le portail d'acceptation clignotait en vert, confirmé. Les semaines suivantes devinrent tendues. Maman ignora les cartons emballés que je commençais à empiler dans le couloir. Elle programma les rendez-vous de physiothérapie de Lucas pendant mes quarts de travail à l'épicerie, me forçant à échanger avec des collègues. Papa me conduisit au bureau des véhicules à moteur pour une mise à jour de ma carte d'identité sans commentaire, mais refusa de co-signer le contrat de dortoir. Demande à ta mère, dit-il à nouveau. Tante Sylvie est arrivée à l'improviste un soir, me tirant à part dans le garage. Elle chuchota, me pressant une carte de débit dans la main. 500 € chargés pour le vol, et tout ce dont tu auras besoin. Ses yeux étaient fermes. Tu vas le faire. J'ai réservé le billet en ligne, Lyon à Toulouse, aller simple, départ de nuit. J'ai imprimé la carte d'embarquement à la bibliothèque, les plier en petits et les glisser à l'intérieur de mon manuel de calcul. La nuit avant de partir, maman m'a coincé dans la buanderie. Tu passes cette porte, tu es seul. Pas de retour pour les vacances. Pas d'argent pour les urgences. Elle plia les maillots de Lucas avec des claquements nets. Réfléchis bien. J'ai soutenu son regard. J'ai réfléchi. Le jour du départ se leva gris et froid. J'ai traîné mon sac de sport et mon sac à dos jusqu'au trottoir à 4 heures du matin, mon souffle s'embrouillant dans la lumière du Porsche. Personne ne bougea à l'intérieur. J'avais appelé un covoiturage 20 € de la carte de Sylvie. Le chauffeur a chargé mes sacs pendant que je fixais les fenêtres sombres. Des phares balayèrent l'allée. La Honda de tante Sylvie s'arrêta, le moteur vrombissant. Elle sortit dans son manteau, les cheveux en chignon désordonnés. Je ne pouvais pas te laisser partir seule, dit-elle en me serrant fort. Nous avons roulé jusqu'à l'aéroport en silence, la radio diffusant des classiques à faible volume. Elle se gara au niveau des départs. Ouvre le coffre. Envoie un message quand tu atterris. L'enregistrement s'est déroulé sans accroc. Les étudiants boursiers avaient la priorité. J'ai salué à travers la sécurité, Sylvie restant de l'autre côté de la vitre jusqu'à ce que je disparaisse dans le hall. L'avion a roulé jusqu'à la piste alors que le soleil se levait rose sur les pistes. J'ai pressé mon front contre la fenêtre,
regardant Lyon rétrécir en dessous. Maman a envoyé un seul message pendant le vol, Lucas a un dîner de recruteurs ce soir. N'oublie pas d'appeler. Je l'ai supprimé. Le signal de la ceinture de sécurité s'éteignit. J'ai sorti la carte du campus, tracé l'itinéraire de la navette de l'aéroport à mon dortoir, 1500 km. Un nouveau code postal. Ma propre clé. Le dernier message de tante Sylvie a vibré alors que nous atterrissions. Fier de toi, gamine. Construis quelque chose de grand. Je l'ai sauvegardé, éteins le téléphone et suis entré dans le terminal. Toulouse sentait le kérosène et la possibilité. Le covoiturage jusqu'au campus a pris 40 minutes. Je me suis enregistré au dortoir, carte clé en plastique à la main. Chambre 312, vide à l'exception de 2 lits et d'un bureau près de la fenêtre. J'ai déballé l'ordinateur portable en premier, celui que j'avais reconstruit une douzaine de fois, les branché et regardé l'écran de démarrage familier s'illuminer. Fini de se cacher dans des réserves. Ceci était à moi. L'orientation a commencé le lendemain matin. J'ai traversé le quad en nouvelle basket, mon sweatshirt de boursière zippé contre le froid du sud. Personne ne connaissait mon nom de famille ici. Personne ne s'attendait à ce que je porte des bouteilles d'eau pour des essais. Juste des cours de code et une ardoise propre. Toulouse est arrivée sans neige cet hiver-là. Juste des ciels gris et un froid humide qui s'infiltrait à travers mon sweatshirt pendant les cours du matin. L'allocation de la bourse couvrait les frais de scolarité, mais laissait peu pour la nourriture après le loyer. J'ai pris des quarts de travail dans un restaurant hors campus, des tables grasses, des recharges de café sans fin, des pourboires en billets froissés. Le gérant me programmait des doubles le week-end, les assiettes s'entrechoquant de l'ouverture à la fermeture. Les nuits appartenaient à l'entrepôt à la périphérie industrielle de la ville. Je rangeais les étagères pour un distributeur de fournitures médicales, scannant des codes-barres sous des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des abeilles en colère. La paie était meilleure, de l'argent au noir pour les heures supplémentaires. Je pointais à 22 heures, chargeais des boîtes de seringues et de bandages jusqu'à ce que les klaxons des chariots élévateurs s'estompent à l'aube. Le sommeil venait par bribes entre les cours, la tête au champ au-dessus des manuels dans les cabines de la bibliothèque. Un quart de travail du jeudi a duré tard. Une commande urgente de ventilateurs, les hôpitaux se bousculant avant la saison de la grippe. Le superviseur aboyait pour un empilement plus rapide. J'actionnais le transpalette électrique, manœuvrant des palettes dans des allées étroites empilées haut de caisse. Mes yeux brûlaient par manque de repos, mais l'horloge indiquait le temps triple. J'ai reculé trop vite dans un coin, la roue attrapant une sangle lâche. Le transpalette a basculé, une tour de boîte se déplaçant vers moi. J'ai sauté de côté, mais mon pied a glissé sur des cacahuètes d'emballage renversées. La palette s'est écrasée, un bord métallique claquant ma cheville. La douleur a jailli dans ma jambe comme du feu. J'ai heurté le béton, le souffle coupé, les alarmes hurlant du capteur d'impact. Les travailleurs ont crié, quelqu'un a coupé le courant. Théo est apparu le premier, un grand gars de mon cours d'algorithme, travaillant au noir le même quart. Il avait tout vu depuis le quai de chargement. Ne bouge pas, ordonna-t-il, s'agenouillant à côté de moi. Il a arraché sa ceinture, l'a enroulée serrée au-dessus de l'enflure comme un garrot. Élève-la. Il a calé ma jambe sur une boîte aplatie, a composé le numéro d'urgence sur son téléphone à clapet. Le gérant de l'entrepôt planait, marmonnant à propos de rapport d'incident. Les ambulanciers sont arrivés en quelques minutes, les temps de réponse de Toulouse étaient rapides. Ils ont attelé la cheville, m'ont chargé sur un brancard. Théo est monté dans l'ambulance, tenant mon sac à dos. « Tu ne paies pas pour ça », dit-il quand j'ai protesté contre la facture. L'indemnisation des accidents du travail le couvre. Aux urgences, les radiographies ont montré une fracture nette. Pas de chirurgie, juste une botte et des béquilles. Le docteur a prescrit du repos que je ne pouvais pas me permettre. Théo m'a ramené au dortoir dans sa Civic rouillée, les feux de détresse clignotant. « Tu as besoin d'aide pour les notes », affirma-t-il, sans aucun doute. Il a commencé à se présenter après son quart, ordinateur portable équilibré sur ses genoux, partageant des fragments de code du cours. Nous avons débogué des devoirs ensemble, échangeant des boissons énergisantes contre de la concentration. L'entrepôt m'a licencié la semaine suivante politique après des blessures. Le restaurant a aussi réduit les heures, prétextant la basse saison. Le loyer menaçait.
J'ai boité jusqu'au bureau d'aide financière, supplié pour des fonds d'urgence. Ils ont offert un prêt avec intérêt. Tante Sylvie a viré 300 € de ses économies, sans poser de questions. Cela a acheté l'épicerie et le prix du bus. Théo a proposé l'idée autour d'une pizza tardive dans le salon du dortoir. Nous sommes tous les deux noyés sous les données de fourniture médicale de cet entrepôt, dit-il, essuyant de la sauce de son menton. Les hôpitaux perdent la trace de l'inventaire pendant les pics. Et si nous construisions un logiciel pour prédire les pénuries? Il a esquissé des organigrammes sur des serviettes, des modèles d'apprentissage automatique entraînés sur des journaux d'expédition. J'ai fixé les schémas. Ma cheville battait dans la botte, mais les chiffres s'assemblaient. Nous avions accès à des ensembles de données publiques des centres de contrôle des maladies, plus des dossiers anonymisés que j'avais copiés avant d'être viré. Mathis, un étudiant de dernière année en bioinformatique, nous a rejoints après nous avoir entendus au laboratoire informatique. Il a apporté son expertise en réseaux neuronaux, une intensité tranquille qui équilibrait l'énergie de Théo. Nous avons codé dans le sous-sol du bâtiment d'ingénierie, des bourdonnements fluorescents que nous avions récupérés de ventes de surplus. Le prototype fonctionnait sur mon vieil ordinateur portable, maintenant en réseau avec l'ordinateur de bureau de Théo et la plateforme de jeu de Mathis. Il récupérait les historiques de commandes, signalait le faible stock d'articles critiques comme l'équipement de protection individuelle. La précision a atteint 85% sur les données de test. Les démonstrations aux investisseurs ont commencé modestement, des présentations aux professeurs, puis aux entreprises de démarrage de santé locale. Nous nous sommes constitués en bioprévision intelligence artificielle et avons déposé un brevet pour l'algorithme. Un financement d'amorçage est venu d'un investisseur providentiel qui avait perdu un cousin à cause de retard d'approvisionnement pendant une épidémie. Le chèque affichait 6 chiffres. Nous avons loué un bureau exigu au-dessus d'un magasin de cigarettes électroniques, des tableaux blancs couvrant chaque mur. Théo s'occupait des opérations, Mathis dirigeait le développement. Les béquilles ont cédé la place à une botte de marche, puis à des baskets. La fracture a guéri de travers mais était solide. Nous avons lancé la version bêta avec 3 partenaires hospitaliers, des tableaux de bord alertant les équipes d'approvisionnement en temps réel. Les revenus provenaient lentement des abonnements. Maman a appelé une fois, en appel avec paiement à l'arrivée, depuis Lyon. Lucas a signé un contrat de ligue mineure, annonça TL, la voix minuscule. Tu devrais le féliciter. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Tante Sylvie a envoyé un message, félicitations pour le lancement, et a ajouté un emoji de café. La plateforme a rapidement évolué. Nous avons embauché 2 stagiaires, mis à niveau les serveurs vers le nuage. Bioprévision intelligence artificielle est devenue l'épine dorsale des réseaux de santé régionaux, prédisant les pics avant qu'ils n'atteignent les nouvelles. Mon nom est apparu sur la table de capitalisation, des capitaux propres qui augmentaient à chaque contrat. Théo m'a fait un high five après le premier grand renouvellement. Du sol de l'entrepôt à ça, a-t-il ri, désignant le chaos du bureau. Mathis a juste hoché la tête, tapant déjà la prochaine mise à jour. L'accident s'est estompé en une cicatrice sous ma chaussette, un rappel que tomber indique parfois le chemin vers le haut. Un courriel de techno-actualité a atterri dans ma boîte de réception un mardi matin, la ligne d'objet criant « 30 moins de 30 ans ». Vous êtes sur la liste. J'ai cliqué depuis mon bureau, le café refroidissant à côté du clavier. L'article présentait bioprévision intelligence artificielle comme l'outil sauvant des millions aux hôpitaux en inventaire gaspillé. Ma photo, prise lors d'une conférence, blazer sur un jean, était à côté de Théo et Mathis. L'écrivain nous appelait le trio transformant les données en vie sauvée. La reconnaissance a explosé. Les notifications de réseaux professionnels ont sonné sans arrêt. Les investisseurs se sont glissés dans les messages privés, les invitations à des conférences se sont accumulées. Nous avons pris l'avion pour Berlin pour la remise des prix. Manon a loué des smokings et une robe dans une boutique sur le Kurfürstendamm. Sur scène, l'animateur a lu notre biographie. J'ai saisi le trophée en verre avec l'équipe et effet court. Les caméras ont flashé. Quelqu'un a crié à propos de rumeurs d'acquisition. De retour à Toulouse, la plateforme a géré une véritable crise. Lorsqu'un ouragan a mis hors service les réseaux électriques d'Occitanie, notre système a redirigé les livraisons de médicaments depuis des entrepôts non touchés, empêchant les pénuries dans les unités de soins intensifs.
Les administrateurs hospitaliers ont envoyé des courriels de remerciements avec des histoires de patients, des grands-mères recevant leur chimiothérapie à temps, des enfants recevant de l'insuline sans délai. Les revenus ont atteint cette chiffre grâce aux licences d'entreprise. Un grand géant pharmaceutique nous a approchés 6 mois plus tard. Leur vice-président a atterri en jet privé à notre bureau, a calculé des chiffres sur un tableau blanc. L'offre est arrivée autour d'un steak dans un restaurant sur le toit, un rachat à 8 chiffres, des options d'achat d'actions et des primes de rétention. Théo a négocié ferme pour les capitaux propres des employés. Mathis a broyé des modèles d'évaluation jusqu'à 3 heures du matin. J'ai signé la feuille de conditions à l'aube, la plume ferme. La transaction s'est conclue dans une salle de conférence au centre-ville, des avocats feuilletant des papiers plus épais que des manuels. Des virements bancaires ont atteint nos comptes la même semaine. J'ai remboursé des prêts étudiants qui n'existaient pas, et j'ai viré à tante Sylvie assez pour une nouvelle voiture. Elle a répondu avec une photo du concessionnaire, légende, fini les fuites de la Honda. J'ai cherché une maison les week-ends, conduisant devant des banlieues standardisées jusqu'à ce que le lac de Saint-Ferréol apparaisse, l'eau bleue scintillant sous les pins. L'agent immobilier a montré une villa moderne sur une anse tranquille, des fenêtres du sol au plafond, un quai s'avançant dans le lac, une cuisine assez grande pour un restaurant. J'ai marché dans la grande pièce vide, mes talons résonnant sur le plancher de bois franc, et imaginé des réunions sans tableau de bord. La clôture a pris 30 jours. J'ai emménagé avec des cartons étiquetés au marqueur, l'ordinateur portable qui avait tout commencé était sur le comptoir. La salle à manger a reçu une table sur mesure, chêne massif, 10 pieds de long, des sièges pour 10. Pas de chaise haute, pas de place assignée. J'ai poncé la surface moi-même un week-end, la teinture sentant fort à l'air libre. Théo a aidé à porter les bancs, la sueur dégoulinant alors que nous nivelions les pieds. C'est l'amélioration, dit-il, tapant sur le bois. Mathis est arrivé plus tard avec de la bière de pendaison de crémaillère, a installé un hub intelligent qui contrôlait les lumières et la musique depuis une application. Nous avons inauguré la table avec des plats à emporter, de la sauce barbecue tachant le grain, des rires rebondissant sur les plafonds voûtés. L'équipe d'acquisition nous a gardés comme consultants. J'ai pris l'avion pour des réunions de conseil d'administration à Londres, présenter des prévisions trimestrielles et regarder la plateforme s'intégrer dans les réseaux nationaux. Les communiqués de presse annonçaient que Bioprévision alimentait 80% des hôpitaux du Sud-Est. Mes capitaux propres ont été acquis par morceaux, assez pour financer des projets parallèles sans mendier auprès des capital risqueurs. Les voisins arrivaient au compte-gouttes pour des fêtes au bord du lac. Julien, le père célibataire d'à côté, a amené sa fille et une glacière de soda. Nous avons grillé des steaks sur le quai. Des enfants sautaient dans l'eau estivale. Le professeur Léger, mon ancien professeur d'algorithme, est venu pour une retraite d'un week-end et s'est émerveillé de la vue depuis la terrasse. Vous avez construit plus que du code, dit-il, faisant teinter les verres. J'ai organisé des ateliers de codage intensif dans la salle multimédia du sous-sol, un projecteur diffusant des tutoriels sur le mur. Des adolescents locaux apprenaient Python autour d'une pizza, les yeux écarquillés devant le rack de serveurs vrombissant dans le coin. Un gamin a corrigé un bug dans notre référentiel open source. Sa requête de fusion est passée en direct. J'ai encadré le message de validation au-dessus de la cheminée. La table a connu son premier Thanksgiving sans drame familial. Théo a découpé la dinde, Mathis a mélangé des cocktails avec trop de citron vert. La fille de Julien a mis la table, les serviettes pliées en cygne. Nous avons mangé jusqu'à être repus, les plats empilés dans l'évier, le lac clapotant devant les fenêtres. Personne n'a vérifié les scores ou les rapports de recruteurs. Les avantages de l'acquisition comprenaient une voiture de fonction. J'ai choisi un véhicule utilitaire sport hybride, les garer dans le garage pour 3 voitures. Les matins commençaient par un café sur le quai, ordinateur portable ouvert sur les tableaux de bord du marché. L'argent du rachat reposait dans des fonds indiciels, grandissant tranquillement. J'ai fait des dons équivalents à des bourses sciences, technologie, ingénierie et mathématiques à l'université de Toulouse, de manière anonyme au début. Techno-Actualité a fait un suivi avec un article, que sont-ils devenus? Le photographe m'a prise en photo à la table, la lumière du soleil filtrant à travers la vitre. L'article me citait, le succès n'est pas un trophée. C'est de l'espace pour les personnes qui vous choisissent. Les actions ont grimpé en flèche. Ma valeur nette a franchi des virgules que je n'avais jamais imaginées. La villa est devenue le siège de tradition choisie. Des brunchs du dimanche avec mimosa,
des soirées jeux où Mathis gagnait toujours aux cartes. Julien nous a appris à pêcher depuis le quai, à attraper et relâcher, photos seulement. Le professeur Léger a amené des conférenciers invités, des débats faisant rage jusqu'à minuit. La table a tout contenu, déversements, arguments, toasts. J'ai marché sur la propriété au crépuscule un soir, l'eau immobile comme du verre. La table en chêne était visible à travers les fenêtres, vide mais en attente. 1500 km de Lyon. Zéro regret. Le rachat a financé la liberté. La maison au bord du lac a construit la famille que j'ai conçue. 6 ans plus tard, une invitation pour le 60e anniversaire de maman est arrivée par la poste, papier cartonné épais avec des lettres estampées en feuilles d'or. L'enveloppe indiquait mon ancienne adresse de Lyon-Barré, une nouvelle imprimée sur une étiquette soignée. Je l'ai retournée 2 fois, traçant l'autocollant de retour avec le pouce. Curiosité, 1. J'ai réservé un vol sans escale, fait une valise légère et atterri vendredi soir. La voiture de location sentait le désodorisant au pin. J'ai conduit sur la route familière, passant devant les terrains de lycée où Lucas s'entraînait autrefois, le restaurant où j'avais essuyé des tables. La maison en briques rouges semblait plus petite, la peinture s'écaillant au coin, l'allée plus profondément fissurée. Des ballons flottaient de la boîte aux lettres, de la musique cognant depuis le jardin. Je me suis garé plus loin dans la rue, me suis approché en jean et blazer. Des invités se pressaient sur le patio, des voisins, d'anciens entraîneurs, des parents que je reconnaissais à peine. Papa m'a repéré le premier près du barbecue, spatule à la main. Clara, dit-il, la voix neutre. Il a fait une accolade rapide, il sentait le charbon de bois. Maman apparut dans l'embrasure de la porte, tablier sur sa robe, les yeux plissés. Tu es venu, affirma-t-elle, essuyant ses mains sur une serviette. Pas de sourire. Lucas est arrivé lourdement, ventre à bière tendant sa chemise, la poignée de main molle. Salut, ma sœur, j'ai entendu dire que tu étais une ponte de la technologie maintenant. Il m'a tapé trop fort sur l'épaule. La fête tourbillonnait, coupe du gâteau, discours sur le service communautaire de maman. Je me tenais à l'écart, sirotant de l'eau. Maman leva son verre depuis les marches. À la famille, porta-t-elle un toast, son regard se fixant sur moi. Certains enfants que vous souhaiteriez ne pas avoir à voir tous les jours, mais le sang vous retient. Un rire éclata. Lucas renifla. Papa fixa l'herbe. Les mots frappèrent comme un déjà-vu, plus vif cette fois. J'ai posé ma tasse, marché droit vers elle. Ton souhait s'est réalisé il y a des années. Je vis à Toulouse de façon permanente. Le visage de maman se figea. Ne fais pas de scène à ma fête. Pas de scène, répondis-je. Juste des faits. Je me suis retourné, me faufilant à travers la foule. Quelqu'un chuchota. Lucas m'a interpellé à propos du respect. J'ai continué à marcher, les clés déjà en main. Le trajet vers l'aéroport s'est estompé, les lumières de l'autoroute filant, la radio éteinte. J'ai embarqué dans le vol de nuit, la ceinture de sécurité bouclée avant le décollage. Le téléphone a vibré au décollage des roues, le numéro de maman. Appelle-moi. Nous devons parler. Je l'ai bloqué en plein vol, l'écran s'éteignant. De retour à Toulouse à l'aube, j'ai supprimé le contact, effacé la discussion. Plus de notifications de cet indicatif régional. La villa attendait, silencieuse, le lac scintillant devant les fenêtres. J'ai fait du café, me suis assise sur le quai et regardé le soleil monter. 6 ans de silence confirmé. Papa a envoyé un courriel une fois, transféré d'un ancien compte. Ta mère est contrariée. Lucas a perdu son parrainage. Je l'ai archivé sans le lire. Tante Sylvie a envoyé un emoji de pouce levé, rien d'autre. La fête s'est évanouie comme un mauvais rêve. Le travail a repris. Appel du lundi, feuille de route de produit. Des collègues ont posé des questions sur le voyage. J'ai haussé les épaules. Obligation familiale accomplie. Aucun détail. La fracture d'il y a longtemps me faisait mal par temps froid. Cela semblait plus propre. J'ai changé mon contact d'urgence pour Théo, mis à jour les formulaires de bénéficiaires et légalisé les documents en ligne. Pas de questions. Le passé est resté à Lyon, enterré sous des ficelles de ballons et des miettes de gâteau. Un soir, Julien faisait griller du poisson à côté. Il m'a fait signe.
Ça va, demanda-t-il, retournant des filets. J'ai hoché la tête, accepté une assiette. Nous avons mangé sur son patio, des enfants chassant des lucioles. Simple, choisi. Le numéro bloqué a essayé depuis une nouvelle ligne des semaines plus tard. Le message vocal de Lucas marmonnait des excuses, argent nécessaire pour les frais d'avocat. J'ai supprimé sans écouter. Corbeille vidée. Permanent. Les photos d'anniversaire de maman ont fait surface sur le réseau social d'une cousine, des sourires. Aucune mention du départ. J'ai fait défiler, me suis désabonné du fil. La distance n'était plus des kilomètres. C'était des paramètres. J'ai pris l'avion en classe affaires pour des conférences, j'ai parlé lors de panels sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Les journalistes ont posé des questions sur les origines. J'ai mentionné la bourse, omis le reste. L'histoire est restée dans mon esprit à façonner. Tante Sylvie est venue une fois, a conduit sur le lait club dans sa nouvelle berline. Fier ne suffit pas, dit-elle pendant le dîner. Nous avons trinqué avec de l'eau pétillante. Elle est partie avec les restes. Aucun regard en arrière. L'invitation est allée dans un tiroir, puis dans le destructeur de documents, des confettis de papier pour un parterre de jardin, des racines dans une nouvelle terre. Lyon est devenu un point sur les applications météo consultées pour les vols, rien de plus. L'humidité de Toulouse enveloppait familièrement maintenant, les matins vifs au large de l'eau. J'ai couru sur le chemin du quai au lever du soleil. Écouteurs dans les oreilles, liste de lecture forte, marqueur d'un an. Pas de carte, pas d'appel. Le silence est d'or. J'ai organisé une retraite d'équipe à la villa, des sessions de stratégie autour de la table en chêne. Des tableaux blancs sur des chevalets. Mathis a esquissé des feuilles de route. Théo a commandé le traiteur. Productif. Paisible. Le bourdonnement ne résonnait que dans la mémoire, estompé comme du vieux code. Je l'ai réécrit ligne par ligne. De nouveaux commis, des constructions propres. Le dernier Noël cette année-là a ouvert largement les portes de la villa, des guirlandes lumineuses scintillant le long du quai. L'odeur de pain flottait de l'arbre dans la grande pièce. J'avais envoyé des invitations des semaines plus tôt, des cartes simples avec les coordonnées du lac. Les invités sont arrivés avec des plats couverts et des cadeaux emballés, les pneus crissant sur l'allée de gravier. Tante Sylvie est arrivée la première, le coffre chargé de boîtes de pâtisserie de sa boulangerie préférée de Toulouse. Elle m'a serré dans ses bras sur le seuil, son manteau saupoudré de neige légère des montagnes. Mathis a suivi dans sa berline électrique, portant une caisse de bière artisanale. Julien et sa fille ont bondi les marches, les bras pleins de tamal fait maison. Le professeur Léger est arrivé le dernier, écharpe nouée proprement, portant une boîte de noix épicées. Nous nous sommes réunis autour de la table en chêne, 10 sièges remplis exactement. Des bougies vacillaient dans des porte-verres, des assiettes empilées aux de dinde, de farce et de la fameuse tarte aux noix de pécan de Sylvie. Le rire s'élevait au-dessus du tintement des couverts. La fille de Julien a passé la sauce. Mathis a versé des recharges. Le professeur Léger a partagé des histoires de percées sur le campus. Pas d'ordre du jour, pas de comptage de points. Mon téléphone a vibré au milieu du repas. Numéro inconnu indicatif régional de Lyon. Je l'ai mis en silencieux, mais il a sonné à nouveau. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai répondu à voix basse. La voix de maman a grésillé à travers. Lucas a tout perdu. Parrainage disparu. Maison saisie. Poursuite judiciaire qui s'accumule. Il a besoin d'aide. J'ai jeté un coup d'œil à la table, Sylvie coupant la tarte, Mathis prenant des photos, Julien apprenant un tour de cartes à la gamine. Dis-lui d'appeler un avocat. J'ai dit qu'il faisait partie de la famille, insista maman. Tu as de l'argent maintenant. Cette table n'a pas de place pour quelqu'un qui m'a chassé. J'ai mis fin à l'appel, bloqué le numéro, éteint le téléphone et suis retourné à ma place. Mathis a levé un sourcil. J'ai secoué la tête une fois. La conversation a repris son cours. Le dessert a cédé la place aux annonces. Je me suis levé, verre à la main. Une autre chose, expliquai-je, la Fondation Clara Dubois, capital d'amorçage provenant des restes de l'acquisition, axée sur des bourses complètes pour les étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques à faible revenu confrontés à la résistance familiale.
Les candidatures ont ouvert en janvier, le mentorat était intégré. Le professeur Léger a offert de présider le conseil d'administration. Sylvie a essuyé une larme, a hoché la tête fermement. Nous avons porté un toast au fond, les verres tintants. La fille de Julien a demandé si elle pouvait postuler un jour. Absolument, répondis-je. La table a éclaté en projets, collecte de fonds, camp de codage, réseau d'anciens élèves. L'énergie bourdonnait comme au jour de la jeune entreprise. Plus tard, nous nous sommes emmitouflés pour les feux d'artifice du quai à un petit spectacle que j'avais engagé, des explosions se reflétant sur l'eau. Les enfants ont fait des « oh », les adultes ont pris des photos. Le professeur Léger m'a tiré à part. C'est l'héritage, dit-il doucement. J'ai souri, regardé les couleurs exploser au-dessus. Le nettoyage était communautaire, Mathis à la vaisselle, Julien emballant les restes, Sylvie étiquetant les contenants. Les lumières de l'arbre brillaient doucement au départ du dernier invité. J'ai verrouillé la porte, me suis tenu seul dans le calme. Table débarrassée, chaises poussées, lac clapotant dehors. La fondation a été lancée publiquement au printemps. Le communiqué de presse a atteint les nouvelles locales, les candidatures ont afflué. Première bénéficiaire, une fille d'Auvergne rurale, dont les parents voulaient qu'elle se marie à 18 ans. Elle a codé son chemin vers l'extérieur, tout comme moi. Je l'ai rencontrée à l'orientation, lui ai remis le chèque personnellement. Maman a essayé une fois de plus. Une lettre transférée d'une ancienne adresse, suppliant pour les coûts de réadaptation de Lucas. J'ai marqué « Retour à l'expéditeur » et l'ai déposé dans la boîte aux lettres. Aucune réponse n'était nécessaire. Tante Sylvie a déménagé plus près, a acheté un condominium à 10 minutes de là. Les dîners du dimanche sont devenus une routine. Ses recettes, mon grill. Mathis et Julien se joignaient souvent. Les enfants grandissaient vite. Le professeur Léger a pris sa retraite, a consulté pour la fondation à titre gracieux. La table a accueilli des étapes importantes, attribution de subventions, anniversaire. Des mardis tranquilles avec des plats à emporter. Les sièges tournaient, mais le noyau restait. Pas de place vide pour la culpabilité. Des années plus tard, la fondation a financé des douzaines. Les diplômés envoyaient des mises à jour, brevets déposés, entreprises démarrées. J'ai encadré leur courriel au-dessus de la cheminée à côté du trophée Techno-Actualité. Une veille de Noël tranquille, j'étais assise seule à la table, le café fumant. Téléphone silencieux, lac gelé sur les bords. La famille n'était pas le sang. C'étaient les gens qui se présentaient, restaient, choisissaient en retour. J'avais construit cela au complet, coupé des vieilles racines, profondément ancrées dans le nouveau. La leçon s'est cristallisée, la vraie famille est la table que vous dressez, les portes que vous ouvrez, les mains que vous tenez sans obligation. Toulouse, choisie pour toujours.